Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 23 juillet. Les présidents algériens et turcs se félicitent à Istanbul du niveau des relations entre les deux pays, notamment au volet économique, et évoquent nombre de questions régionales et internationales. En Espagne, l'avenir du Premier ministre sortant Pedro Sánchez est entre les mains de quelques 37,5 millions d'électeurs convoqués ce dimanche pour des législatives anticipées. Le Soudan n'en finit pas de compter ses morts. 20 civils sont tués dans de nouveaux affrontements opposant l'armée aux forces de soutien rapide. Et puis la canicule vient asphyxier davantage les Palestiniens de la bande de Gaza sous embargo. Privés d'électricité, ils ont recours au système des reportages à suivre. Bonjour à tous. Le président algérien a regagné hier Alger après avoir effectué une visite de travail de 2 jours en Turquie. Abdelmadjid Tebboune avait également effectué une visite de travail au Qatar à la tête d'une importante délégation ministérielle, puis une visite d'État en Chine à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Et Istanbul aura été la dernière étape du périple du président algérien. Il a eu des entretiens hier avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux dirigeants se sont félicités du niveau des relations entre les deux pays, notamment au volet économique. Ils ont aussi évoqué nombre de questions régionales et internationales. Mohamed Wali Ben Chaban y revient. Alger et Ankara visent un partenariat de qualité et d'envergure avec 10 milliards de dollars d'IDE comme objectif à moyen terme. L'axe entre les deux capitales se consolide après une petite tournée diplomatique effectuée dans le continent asiatique. La visite de travail du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Turquie a été une occasion pour dynamiser la coopération économique algéro-turque. L'Algérie et la Turquie ont convenu également d'ouvrir le champ des investissements à de nouveaux domaines. Les relations bilatérales entre les deux pays connaissent une évolution fulgurante qui peut aller au-delà du domaine économique. En marge de cette visite, les deux présidents se sont félicités du niveau des relations atteintes par les deux pays, notamment au volet économique. Pour tracer les contours de la nouvelle feuille de route de coopération, les deux chefs d'État plaident à l'organisation d'un sommet qui réunira prochainement les deux présidents aux fins d'élaborer le nouveau programme de coopération entre les deux pays. Cette réunion permettra sans doute l'augmentation des échanges commerciaux et augmenter les investissements turcs et algériens directs dans les deux sens. Dans l'actualité également, la première ministre italienne Giorgia Meloni a invité ce dimanche à Rome les pays méditerranéens, dont l'Algérie, représentée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, pour une conférence internationale dont le but de freiner l'arrivée de migrants sur le vieux continent. La première ministre italienne d'extrême droite attend dans la capitale italienne des dirigeants de la région, de l'Union européenne et des institutions financières internationales. Et je vous disais en titre, l'Espagne a commencé à voter ce dimanche pour des élections législatives anticipées. L'opposition de droite est donnée grande favorite par les sondages face au Premier ministre sortant, le socialiste Pedro Sánchez, au pouvoir depuis 2018. Quelques 37,5 millions d'électeurs sont appelés à renouveler pour 4 ans les 350 membres du Congrès des députés et à élire 208 sénateurs.
Ce scrutin en Espagne soumet donc le Premier ministre sortant Pedro Sánchez au test des urnes. Les derniers mois ont été marqués par une forte opposition à Sánchez et plusieurs questions de grande importance ont jalonné une campagne électorale particulièrement animée. Sofiane Baroudi. À la veille d'un scrutin aux enjeux cruciaux, tous les yeux sont rivés sur la péninsule ibérique. La fin de la campagne électorale a été marquée par un regain d'activité des différentes formations politiques en lice pour ces élections générales en Espagne. Les derniers mois ont été imprégnés par une montée des expressions d'opposition contre le président sortant Pedro Sánchez et son PSOE, fortement critiqué pour plusieurs orientations controversées et décriées à sa droite comme à sa gauche. Le Parti populaire PP, dirigé par Alberto Núñez Feijóo, prétendant à la Moncloa, a tissé un pacte électoral avec Vox, une formation d'extrême droite. Ils aspirent à gagner ces élections en bénéficiant de la perte de vitesse du gouvernement sortant. Yolanda Díaz, vice-présidente, ministre du Travail sortante et dirigeante de Sumar, conduit pour sa part une candidature de Front progressiste à la gauche du PSOE. Elle a mené campagne pour faire barrage au retour du conservatisme au pouvoir, mais surtout avec la promesse de faire face à la crise économique et sociale que vit l'Espagne. À ce propos, le dossier économique a eu la part belle dans cette joute électorale, aux côtés d'autres dossiers de grande importance, à l'instar de la crise politique qui frappe le pays depuis quelques années. Cette dernière est incarnée par la question catalane et les complications inhérentes aux régions autonomes. Les questions internationales ont été également au centre des débats. Sánchez, qui a renoncé à la responsabilité historique de Madrid concernant la décolonisation du Sahara occidental, a subi les foudres de l'opposition concernant ce revirement diplomatique sans précédent et pourrait payer le prix politique de son rapprochement avec le régime d'occupation marocain qui a soulevé une masse de questionnements agrémentée d'une ribambelle de scandales, du massacre de Nador à l'affaire Pegasus, en passant par le Morocco Gate. Si la droite exige le retour à une politique internationale plus équilibrée et reproche à Sánchez une erreur stratégique aux conséquences économiques désastreuses pour les entreprises espagnoles, à la gauche de Sánchez, les organisations politiques sont mobilisées en soutien à l'aspiration légitime du peuple sahraoui en lutte pour disposer de lui-même. Un engagement présent au centre des programmes électoraux du pôle progressiste. La présidence espagnole de l'Union européenne, commencée au début de ce mois, dans une conjoncture de conflits de haute intensité sur le vieux continent, a été donc inaugurée par plusieurs dossiers brûlants. Ce scrutin électoral sera, selon certains observateurs, capital, non seulement pour l'avenir politique de Pedro Sánchez et de son parti, mais également pour l'avenir de la région, marchant sur des charbons ardents. Et les Cambodgiens ont eux aussi commencé à se rendre aux urnes ce dimanche pour participer aux élections législatives. Plus de 9,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour les 7e élections nationales depuis les accords de paix de Paris en 1991 qui ont marqué la fin de l'ère des Khmers rouges. Les autorités maliennes ont promulgué hier la nouvelle constitution donnant naissance à la 4e République au lendemain de la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Pour rappel, la constitution a été adoptée par référendum avec près de 97% des voix selon les chiffres définitifs de la Cour constitutionnelle. Et je vous le disais en titre, le Soudan n'a pas fini de compter ses morts. Les affrontements déclenchés le 15 avril opposant l'armée aux forces de soutien rapide ont fait 20 nouvelles victimes, tous des civils, principalement au Darfour et dans la ville d'Al Obeid, au Kordofan nord voisin. Le point de la situation avec Amal Amaziane Zitouni. Des tirs et combats à Darfour, à El Obeid au sud de Khartoum et au Kordofan nord voisin. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 20 civils tués et une quarantaine de blessés. Les affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide ne connaissent aucun répit. Ces affrontements ont débuté vendredi matin où un obus est tombé dans la cour de l'hôpital universitaire de la ville d'El Obeid au moment où d'autres ont explosé dans le périmètre de 3 autres établissements de santé.
L'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo sont entrées en guerre le 15 avril dernier. Depuis, le conflit a gagné le Darfour Ouest puis le Darfour Sud. Le Darfour, qui était le théâtre d'une guerre civile dans les années 2000, est désormais le fief des FSR. Ces derniers, qui tentent de sécuriser leurs canaux d'approvisionnement en hommes et en armes en s'efforçant de contrôler la route reliant le Darfour à Khartoum. Ces affrontements gagnent également du terrain à Khartoum. Ses habitants ont signalé pour la première fois samedi des raids de l'armée de l'air sur des villages du nord de l'état d'El Jazira. Cette immense étendue fertile au sud de la ville accueille une importante part de 3,3 millions de déplacés et réfugiés de la guerre. Face à cette situation, des représentants des belligérants de FSR sont toujours en Arabie Saoudite pour une hypothétique reprise des négociations en vue d'un cessez-le-feu. Vendredi soir, Khartoum a démenti toute information faisant état d'une trêve proche. À la direction le Proche-Orient, les forces de l'occupation sioniste ont pris d'assaut hier soir la bourgade de Kafin au nord de Toul-Karem, ce qui a provoqué des affrontements avec les habitants, notamment dans le quartier sud. Les forces de l'occupation ont alors tiré des balles, des bombes sonores et des gaz lacrymogènes sur des jeunes Palestiniens. Et je vous en parlais en titre, les habitants de la bande de Gaza, déjà asphyxiés par l'embargo, affrontent la canicule qui frappe de plein fouet l'enclave palestinienne. Avec seulement 6 à 4 heures d'électricité par jour, la population doit composer avec les moyens du bord. Reportage Neila Hamouda. Tous les moyens sont bons pour profiter d'une brise. Des assiettes en plastique remplacent les ventilateurs pour se rafraîchir. Ici, dans les allées du camp de réfugiés Eshadi, dans l'ouest de la bande de Gaza, où la chaleur moite, l'électricité devient de plus en plus rare. Enfants comme adultes, nous souffrons de cette crise. L'électricité est fréquemment coupée vers 22 heures. Les enfants ne peuvent pas dormir à l'intérieur à cause des températures élevées. Pendant la journée, de fréquentes coupures d'électricité nous empêchent de faire les corvées. Avant, nous avions 8 heures d'électricité. Mais maintenant, avec ce temps caniculaire, nous n'en avons que 4 à 6 heures par jour. La chaleur extrême qui frappe la bande de Gaza rend la vie plus difficile pour les habitants. Une canicule sans précédent a aggravé la crise de l'électricité qui a déjà émergé parallèlement avec l'embargo sioniste. Ces coupures incessantes engendrent des pertes énormes pour les commerçants. Cela va être jeté. Qui compensera nos pertes? La compagnie d'électricité ou le gouvernement? Nous avons lancé des appels, mais n'avons pour l'heure reçu aucune réponse. Tous nos produits seront détruits. Nous demandons au gouvernement de se pencher sur les coupures d'électricité ici à Gaza. On souffre et nous n'avons plus de réfrigérateurs. Selon la société de distribution d'électricité, cette crise est due essentiellement à la pénurie de carburant dans la seule centrale électrique de la ville. Ajoutez à cela la réduction d'approvisionnement en électricité par l'entité sioniste. Les conséquences peuvent être dramatiques. Les eaux usées ne peuvent plus être traitées. Des ailes entières d'hôpitaux seront fermées lors des coupures d'électricité. Une situation qui aggrave les conditions de vie de plus de 2,3 millions de personnes. Dans le reste de l'actualité de ce dimanche, le président russe Vladimir Poutine a reçu ce dimanche à Saint-Pétersbourg son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko pour la première fois depuis que ce proche allié de Moscou a apporté son aide pour négocier la fin de la rébellion du groupe Wagner. Le mois dernier, au menu des discussions, notamment les questions de sécurité et de l'opposition conjointe à la pression des sanctions illégales. Les chaleurs extrêmes affectent quasiment toutes les contrées de la Terre. En Europe, la Grèce enregistre des pics records causant des incendies ravageurs, notamment de plusieurs villages de l'île de Rhodes, où les autorités grecques poursuivent les évacuations et les mises à l'abri des habitants et des touristes.
Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.